Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. À l'ordre du jour de cette semaine, une question. Les nouveaux dieux sont-ils dans les stades? Ce vendredi débute en Afrique du Sud la Coupe du Monde de football qui va réunir pendant tout un mois 32 équipes nationales. Cette compétition, on le sait, suscite fièvre et engouement bien au-delà des stades où les matchs seront joués. Alors il est vrai que le football, c'est bien connu, c'est le sport le plus populaire de la planète. Il draine aussi dans son sillage un business très florissant. Il est relayé par une médiatisation impressionnante. Alors, le foot est-il devenu le nouvel opium du peuple? Ce sport est-il aujourd'hui empoisonné par l'argent? Peut-on préserver les valeurs qui sont censées imprégner les joueurs, les sportifs sur le terrain? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec l'aide, comme chaque semaine, d'éditorialistes de médias chrétiens. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Jean-Luc Mouton, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire protestant Réforme. Jean-Pierre Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire catholique La Vie. Alors, avant de vous laisser la parole à tous les deux, je vous propose, comme d'habitude, le premier point de vue, celui d'un expert. Il s'agit de Pascal Boniface, qui est un géopolitologue. Il est le directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Mais il est aussi un passionné du ballon rond. D'ailleurs, il a été consultant pour la Fédération française de football. Il a également, parmi ses nombreux ouvrages, écrit 2 livres sur le football. Alors, c'est Gaël Le Garec qui l'a rencontré et je vous propose de regarder ces images. L'Afrique du Sud, qui reçoit pour la première fois la compétition, va pouvoir montrer qu'elle est au rendez-vous de la mondialisation, qu'elle n'est pas tenue à l'écart, et que, notamment par rapport au continent africain, sur lequel il y a beaucoup de pessimisme, on dit que c'est le continent des guerres civiles, le continent de la corruption, le continent des maladies infectieuses, le continent de la mauvaise gestion. Eh bien, l'Afrique du Sud veut montrer que l'Afrique peut, certes, fournir des champions, mais également organiser l'événement. Lorsque l'on fait une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques, il n'y a pas un bénéfice immédiat. La bataille, c'est une bataille d'image. Et si vous renforcez l'image de votre pays, cela est positif à long terme. En France, lorsque la France a hébergé la Coupe du Monde en 98, par exemple, le monde entier a pu découvrir que le système ferroviaire français, que les trains à grande vitesse étaient quelque chose d'une très bonne technologie. Et l'organisation de la Coupe du Monde 98 en France a corrigé l'image, où dans de nombreux pays, on pensait que la France était le pays du luxe, de la mode, mais un peu du passé d'un certain côté, que la France pouvait également, en termes technologiques, être au rendez-vous. Je crois que c'est une vision purement idéologique du sport, qui relève plus d'une sorte de mépris intellectuel, à la fois pour un sport populaire et pour le peuple, que de la réalité de l'examen des situations. En 1978, lors de la Coupe du Monde en Argentine, certains voulaient boycotter parce qu'il y avait une dictature, mais les opposants, les Argentins, ceux qui vivaient sous la dictature, disaient non, au contraire, venez, comme ça on pourra parler de la dictature. Si vous ne venez pas, on n'en parlera pas, et elle sera tranquille. Et le fait d'organiser l'événement, eh bien, attirait l'attention. Donc cette thèse disant que le football est un opium du peuple, non, c'est faux, c'est un divertissement, mais on peut se divertir tout en restant conscient, et on voit que très souvent, dans les stades, les foules sont incontrôlées. Un exemple parmi d'autres, lorsque l'Iran s'est qualifié en 1998, hommes et femmes ont pu célébrer ensemble la victoire dans le stade, ils n'auraient pas pu le faire dans la rue. Les footballeurs ne voyagent plus dans des bus ou dans des trains de seconde classe. Désormais, ils ne sont plus ils vont dans des hôtels luxueux et parce que c'est leur mode de vie et qu'il y a un afflux d'argent. Est-ce que cela vient pervertir la compétition ? Pas nécessairement. On peut trouver que ce système est un système qui est injuste, mais il n'est que le reflet de la société. Les écarts de salaire existent et ils existent dans d'autres domaines que le football. Et je pense qu'il faut porter, pour corriger ces inégalités, il faut porter l'accent et la bataille sur d'autres sujets. Est-ce que cela vient pervertir le sport ? Le danger, c'est plutôt les paris en ligne. Est-ce que le fait que l'on parie de l'argent sur les matchs risque de truquer les matchs ? Et là, il faut une surveillance vraiment très farouche. Alors, je vois tous les deux prêts à réagir à ces propos de Pascal Boniface. Jean-Luc Mouton, d'abord, peut-être? Alors, d'abord, il faut dire, moi, j'aime beaucoup le foot. Je vais regarder toute la coupe du Monde. Il faut que je m'organise mes rendez-vous, mon travail. Donc, je suis pas anti-foot. Maintenant, ce que vient de dire Pascal Boniface est, enfin, pour moi, un peu faux sur un point, c'est l'argent. C'est pas que l'argent pervertit tout, mais l'argent change toutes les valeurs. On a eu récemment une histoire avec quelques joueurs d'équipe de France qui ont fait appel à une jeune prostituée. C'est-à-dire qu'ils prennent même plus la peine de passer un peu de temps à essayer de séduire une jeune femme. Enfin, je sais pas si c'est bien ou mal, mais en tout cas, voilà, on met de l'argent sur la table et c'est
garçon, un gars comme Karim Benzema, qui est au Real Madrid, qui a 19 ans, 20 ans, à qui on donne, je sais pas, 300 000 euros par mois, ou même beaucoup plus que ça. Ribéry a 10 millions par an, 890 000 euros par mois. Ce sont des sommes astronomiques qui n'ont aucun rapport avec leur mérite et qui font que ces gens très jeunes, moi j'ai un fils qui a 19 ou 20 ans, je lui donne 300 000 euros par mois, il va faire n'importe quoi. Enfin, il a pas les structures mentales, l'expérience et le recul pour savoir ce qu'on fait de cet argent. Donc l'argent a quand même fait basculer ce monde dans le délire. L'argent, Jean-Pierre Denis, vous partagez l'avis de Jean-Luc? Il faudrait finalement démonter tout ce que dit Pascal Boniface pièce à pièce, parce que c'est soit faux, soit contestable, soit le politiquement correct ambiant. Le politiquement correct ambiant, c'est de dire circuler, il n'y a rien à voir, tout est merveilleux, c'est un monde merveilleux, c'est le fameux monde des bisounours, le sport, c'est le meilleur de notre civilisation, et surtout, non, l'argent, ça ne change pas grand-chose. Tout est faux ou contestable. Prenez par exemple l'exemple de la Coupe du Monde de football en France en 98. D'abord, c'est un petit peu caricatural de dire que la planète nous a découvert qu'on prenait le train en France, que les TGV fonctionnaient à peu près. À cette occasion, c'est quand même c'est plutôt rigolo de le dire comme ça. Prenons-le comme quelque chose de rigolo. Mais l'effet d'entraînement, de transformation merveilleuse de notre société, la société multicolore qu'on nous avait promis en 1998. L'équipe black, blanc, bleu. Oui, blanc, bleu, pardon. Oui. Voilà, maintenant on n'arrive même plus à le dire. En tout cas, on voit qu'on n'est plus du tout dans cette situation et il n'y a pas eu une transformation positive de la société liée à cette coupe. Simplement, c'est interdit de le dire. Parce que si vous dites cela aujourd'hui, vous êtes un mauvais citoyen. Alors revenons à notre... Non mais alors quand Ramayad dit que c'est un petit peu choquant que des sportifs logent dans des hôtels aussi luxueux pour un niveau de résultat qui souvent est aussi faible, elle est accusée de trahir la cause nationale. Alors, je veux bien que la ministre des Sports soit tenue à une obligation de réserve. Nous n'y sommes pas tenus et nous sommes tenus plus à une obligation de vérité. Jean-Luc. Non, mais c'est évident que c'est pas si simple. Enfin, le rapport à l'argent, moi je pense, est trop important aujourd'hui. Les sommes en jeu sont considérables. Mais quand elles sont à ce niveau-là, on ne peut pas ne pas suspecter qu'il y ait des arrangements parfois, qu'il y ait des arbitres achetés, des gens achetés. Et ça s'est produit. C'est-à-dire qu'à un certain moment, l'éthique sportive qui est un idéal, moi je pense que le sport, effectivement, peut rapprocher les peuples. Il y a beaucoup d'exemples. Je suis assez d'accord avec Pascal Boniface sur ce point-là. Je ne suis pas aussi sévère que Jean-Pierre Denis là-dessus. Mais à ce niveau mondial ou d'intérêts mondiaux, ce matin j'entendais que la FIFA aujourd'hui a plus d'impact et plus de poids que l'ONU. Quand la FIFA dit quelque chose, tout le monde l'applique. Quand l'ONU dit quelque chose, donc globalement il se passe rien. Parce que la FIFA n'est pas une organisation internationale. La FIFA n'est pas... Ceux qui ne sont pas fans de foot, la Fédération internationale de football. La FIFA n'est pas une organisation internationale, c'est une multinationale. Oui, ce n'est pas la même chose. Ce que je veux dire, je m'arrête juste un instant pour dire pourquoi pour moi c'est pas la même chose. L'ONU, organisation internationale, des États sont représentés, ça fonctionne pas toujours bien, mais on voit à peu près quel est le système. Multinationale, c'est autre chose, c'est une entreprise commerciale. Cette entreprise commerciale vend du spectacle. C'est pas forcément mal le spectacle, mais enfin, il faut savoir d'abord que c'est du spectacle. Et pour que ce spectacle soit beau, eh bien, il faut balayer le décor et rejeter tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne fait pas joli dans le décor. Tout ce qui ne fait pas joli dans le décor, c'est quoi? C'est la prostitution, on l'a vu récemment. C'est la marchandisation des corps. Et c'est la pauvreté en Afrique du Sud qu'il ne faut surtout pas montrer, qu'il faut balayer. Il faut tenir ce pays sous contrôle, au moins le temps de la Coupe du Monde de football. Après, le réel reprendra ses droits. Je vais prendre un contre-exemple et voir vos avis, messieurs. La FIFA va parrainer l'ouverture de 20 centres qui s'intitulent Football for Hope en Afrique. Est-ce que ça veut dire qu'à vos yeux, l'Afrique du Sud ne va tirer aucun bénéfice d'une Coupe du Monde comme celle-là? Alors, non, je crois qu'au contraire, elle va tirer de bénéfices. Et mieux que ça, c'est l'Afrique entière. Je pense qu'effectivement, moi j'étais en Afrique quelque temps, en Côte d'Ivoire. Tous les pays qui ont des équipes nationales sont extrêmement. Quand on a en Côte d'Ivoire, il y a un jour de congé. Quand il y a un match de l'équipe de la Côte d'Ivoire, on ne s'amuse pas à aller travailler, on ne peut pas faire les deux. Donc, il y a un côté un peu fou. Mais en même temps, il y a une fierté du continent africain dans son ensemble de recevoir la Coupe du Monde. Et c'est vrai que le football est pour beaucoup d'Africains, mais il y a beaucoup d'horreurs. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus entier sur comment on exploite les jeunes Africains. Les négriers. Voilà, les négriers, les nouveaux négriers. Donc il y a des horreurs, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une véritable émancipation. Il y a beaucoup de joueurs africains, il y en a en France, qui jouent formidablement bien. Et c'est un exemple aussi, si ces gens se conduisent bien et montrent des vraies valeurs, je pense que le football peut avoir un impact très positif. Jean-Pierre Denis, tout le monde se souvient de ce film Une Victime
Juventus, où l'on voyait en fait l'Afrique du Sud, Régny, et derrière son équipe de rugby, bien entendu, parce que je sais que vos goûts sont partagés entre le rugby et le foot. Mais c'est la différence. Une nation peut se retrouver derrière une équipe. Est-ce que cela ne peut pas être aussi bénéfique pour des nations d'avoir des équipes de sport qui relient les différentes communautés? Non, sans doute. Cet aspect-là est sans doute positif. Mais puisque vous parlez de nations et qu'on parle d'Afrique, c'est là que le bas blesse, précisément, puisqu'on va donner la nationalité française, par exemple, aux meilleurs joueurs africains pour les avoir chez nous. Donc, est-ce que c'est une façon de laisser l'Afrique s'émanciper? Ben si, c'est la réalité. C'est la réalité. Bon, alors, alors sur l'aspect, l'intérêt, je vous en prie. Il faut expliquer pourquoi. Il y a un phénomène quand même mondial. Le foot est le sport le plus universel au monde. Et quelque part, j'ai l'impression... C'est celui qui se pratique dans la rue, par tous les gamins. Ce qu'explique Denis Müller, qui est un éthicien, professeur de théologie à Lausanne, qui est un amateur fou de foot, c'est que c'est le geste le plus universel. Vous mettez un petit enfant avec un ballon, une balle... On tape dans une boîte ou dans une balle. C'est vrai qu'il y a quelque chose il y a un geste naturel dans le foot qui n'est pas dans d'autres sports, qui sont moins évidents. Et donc il y a effectivement, on voit ça partout dans le monde entier. C'est assez sympathique de voir n'importe quel coin paumé du monde entier trouver des enfants avec qui on peut jouer au football. Il y a là un échange qui est intéressant. Mais c'est vrai que ce que c'est devenu, et en particulier l'événement de la Coupe du Monde, et quand même laisse un peu dubitatif de là à dire que l'éthique sportive serait respectée, qu'il y aurait des valeurs dans ce sport. Il y a beaucoup d'argent et on nous parle que de ça. Alors, est-ce que c'est la mondialisation ou la médiatisation qui pervertit aujourd'hui le sport? Parce qu'aujourd'hui, c'est évident que tous les matchs, on peut les voir à la télé, que les droits de retransmission sont énormes. On n'est plus au temps où, en effet, où les gamins se rendaient dans les stades pour regarder les matchs. Qu'est-ce qui pervertit le foot? La médiatisation ou la mondialisation? Mais je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire, je ne pense pas que c'est la médiatisation qui pervertit le foot. Je pense que c'est le foot qui pervertit les médias. Ce qui n'est pas la même chose. En 5 ans, le nombre de sujets consacrés par les journaux télévisés des principales chaînes, TF1, France 2, France 3, Canal+, M6, a augmenté de 28%. 28%, vous vous rendez compte, c'est énorme. C'est aujourd'hui les sujets les plus traités pratiquement par les journaux télévisés. Donc c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'omniprésence liée à l'argent, effectivement, de ce sport, parce que ce sport également finance la publicité et entraîne l'audience, pervertit les médias et pervertit même l'information. Alors, Jean-Luc Mouton, c'est là qu'il y a les Paname et Circumstances, c'est-à-dire c'est les pains et les jeux. On a l'impression que quand on a une situation politique difficile, l'utilisation du football peut faire diversion et peut aider les gens à espérer, à voir le moins la situation aussi noire que ce qu'elle est. Donc il y a une utilisation politique et médiatique aussi de cet événement, ça c'est certain. Alors de là, ça peut se retourner. Hein. À une époque, quand ça marche bien, en 98, ça a été très bénéfique, mais ça peut forcément durer pour les gens au pouvoir. Si ça se passe mal, c'est pas sûr que ça aide vraiment le pouvoir en place. Moi, il y a quand même un élément que je voudrais souligner en France, et il y a un livre là que j'ai sous la main qui a été écrit par Yvan Gastaut sur le métissage par le foot, c'est que c'est vrai qu'en France, les vagues d'immigration de ce pays, que ce soit les Polonais, les Italiens, les gens d'Afrique du Nord et maintenant beaucoup d'Africains, ont correspondu à une évolution de l'équipe de France. Et donc on a intégré ces gens de l'équipe de France. Et le foot, facteur d'intégration. Absolument. Et c'est unique. Enfin, c'est-à-dire, ce qui se passe en France n'est pas universel. C'est pas vrai en Allemagne, c'est pas vrai en Angleterre, c'est pas vrai en Italie. Donc il y a là quelque chose d'identité française qu'on retrouve autour d'une équipe de foot. Et ça, c'est une valeur qui me semble positive. Même si, effectivement, le succès du Black Bomber n'a pas été formidable. Mais il y a quand même quelque chose qui montre que des jeunes aujourd'hui, qu'on peut s'intégrer dans une équipe nationale et que porter le maillot français, je voyais hier Sagna qui disait qu'il avait les larmes aux yeux. Bah, c'est une belle idée. C'est mieux que de siffler l'équipe de France. C'est la Marseillaise, par exemple. C'est la Marseillaise. La lutte à la fois la lutte contre le racisme et le ciment de l'identité d'un pays autour du foot, ça n'a pas toujours très bien marché. On siffle la Marseillaise. Ailleurs, on siffle les joueurs parce qu'ils sont noirs, en Italie notamment, mais en France ça se fait aussi parfois. En France. Montrer des cris de singe, ce qui n'est pas mieux. Alors, il y a une image qui colle. On l'a également nous-mêmes reprise pour la formulation de notre thème, à propos de cette comparaison avec les nouvelles religions, les nouveaux dieux du stade. On emploie souvent cette formule, Jean-Luc Mouton, le fait que des joueurs se signent avant de rentrer dans un stade ou au moment de marquer un but, le fait qu'il y ait des chants, le fait qu'il y ait cette enceinte avec cette ferveur.
ferveur. Ça vous paraît être une transposition des nouveaux dieux, des nouvelles adorations aujourd'hui? Il y a deux choses différentes. Quand ils se signent, c'est des pratiques chrétiennes, catholiques. Ou c'est de la superstition ou du fétichisme? Voilà, mais c'est un rite. Enfin, pour chaque, il y en a qui prennent un petit bout qui touche le gazon. Enfin, ça c'est plutôt du fétichisme ou de la superstition. Je ne sais pas comment on peut le qualifier. Maintenant, l'autre phénomène, c'est est-ce que ces grandes messes autour des stades de foot, est-ce que ça remplace, est-ce que c'est d'ordre religieux? Et c'est vrai que Denis Muller s'est amusé à dire qu'on montait au stade comme on montait au calvaire, et puis on en redescend ressuscité ou crucifié parce qu'on a souvent qu'on a perdu ou gagné. Mais ce sont des images qui me font plutôt sourire. Je pense pas qu'il y ait un événement religieux, il y a un événement de foule. On voit ces foules qui peuvent parfois être haineuses. C'est plutôt les phénomènes de foule qui m'impressionnent, et c'est pas toujours reluisant. Mais je pense pas. Là, je suis d'accord quand même avec ce que dit notre interlocuteur. Au début, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'élément religieux. Il y a un élément passionnel de foule, mais je pense pas qu'il y ait vraiment un substitut religieux. Votre avis, Jean-Pierre, sur cette fameuse comparaison? On est vraiment dans le sacré, c'est-à-dire que il y a tous les éléments du sacré. Il y a la ritualité, il y a le sacrifice, et effectivement. Il y a les gestes qu'on peut qualifier de superstitieux. Moi, je ne qualifierais d'ailleurs pas forcément de superstitieux. C'est la religion populaire. Il y a tous les éléments du sacré, païen, universel. Le sacré. Mais y a-t-il une transcendance? Sacré, il n'y a pas de transcendance. Et c'est justement peut-être ça qui attire. C'est-à-dire, c'est du sacré sans transcendance. C'est du sacré ramené aux passions humaines les plus universelles. Je crois que c'est vraiment, effectivement, un substitut de religion. Alors, dans ces aspects de ferveur, d'émotion, de rassemblement... D'ailleurs, juste une remarque, c'est au siècle où on n'a plus construit de cathédrales qu'on a construit des stades. On a construit des banques, on a construit de tout, faut pas dire. Oui, les grands monuments qui aujourd'hui marquent notre paysage, les grands monuments collectifs qui marquent notre paysage, ça a été longtemps les cathédrales, au 19e siècle c'était les gares, et au 20e siècle c'est les stades, le stade de France. Alors ce sont des enceintes où vous l'avez évoqué déjà, où se rassemblent un peu tous les bons états d'esprit, mais aussi tous les mauvais, la violence, le racisme, les sifflets, les noirs qui sont sifflés, aussi on le sait dans certains stades italiens, des saluts fascistes. Alors est-ce que ça veut dire que ça concentre aussi tous les mauvais côtés du sport? On siffle l'équipe adverse au lieu de l'applaudir? Ça, c'est sûr que c'est pas fair play. Comme Denis Muller fait un éloge du fair play. Il n'y a pas que du fair play dans le football. Et moi, je pense que plutôt, je suis toujours impressionné. Je vais rarement dans les stades parce que c'est pas agréable. Enfin, moi, je suis allé une fois, il y a quelques années, à Montpellier, on va voir un match Marseille-Montpellier. On passait entre des haies de CRS et entre des barrières parce qu'on avait peur de prendre des coups des gens de l'autre équipe. Donc ça, c'est pareil, quand même un peu délirant. Moi, je garde l'idée de passion humaine. C'est la concentration des passions humaines. C'est-à-dire qu'on défend son drapeau, son village, sa ville, son pays, de manière stupide. Mais alors, est-ce que c'est pas aussi une espèce d'exutoire? C'est mieux de faire ça que de casser, de taper sur son prochain, Il vaut mieux sortir toute sa force. C'est un peu ce qui est dans les psaumes. Pourquoi il y a beaucoup de violence dans les psaumes? C'est un peu un exutoire. Il vaut mieux dire ça comme ça et le rapporter à Dieu qui peut l'entendre et l'écouter plutôt que de se tourner vers son voisin. C'est vrai, c'est un peu ce qu'a dit le président de la République quand il a fait la campagne pour qu'on remporte l'Euro 2016, en disant finalement, en temps de crise, il faut mobiliser les Français vers un projet festif. C'est la société festive, c'est ce que disait Philippe Muret, l'homo festivus, celui qui veut se distraire tout le temps et qui fait de tout une célébration. Et c'est comme ça. Moi je pense plutôt ça que du sacré. C'est plutôt le jeu que le sacré. Voilà. C'est festif, mais c'est pas du sacré. Voilà. Et c'est sur cette base-là qu'on a décidé de mettre 1,7 milliard d'euros dans la rénovation de nos grands stades pour l'Euro 2016 qu'on est très content d'avoir obtenu. Tous les partis politiques d'ailleurs. Unanimité politique, c'est rare l'unanimité politique. Là, il y a l'unanimité politique, c'est d'ailleurs assez suspect à mon avis. 1,7 milliard d'euros pour un projet d'investissement. Est-ce que c'est un investissement? Est-ce que la même somme, avec des capitaux publics, des capitaux privés, des capitaux mixtes, n'aurait pas pu être mise dans un grand plan, par exemple, de reconstruction de nos banlieues? Mais si on fait des routes, si on fait des voies d'accès, si on fait des gares... Et si on en profitait pour résoudre avec 1,7 milliard d'euros pas mal de problèmes de nos banlieues, ça pourrait être une bonne idée. Peut-être qu'il y aurait moins de bus qui voleraient. Un dernier point, dans la ville de Boulogne-sur-Mer a été affiché un grand placard de la photo de Ribéry, qui est présenté comme un modèle. Je ne reviens pas sur les allusions que vous faisiez en début d'émission. On se souvient par contre encore plus clairement du
fameux coup de boule de Zidane. Est-ce qu'à votre avis, ce sont de mauvais modèles pour les jeunes footballeurs, les joueurs professionnels aujourd'hui, Jean-Luc Mouton? Globalement, c'est quand même un très mauvais modèle. Donner un coup de boule ou payer une prostituée, c'est ni l'amour, ni le rapport affectueux avec son prochain, ni le respect du prochain. Tout ça, c'est des valeurs... Alors, est-ce que ça a un impact sur les jeunes? Ça, il faut le vérifier. Mais ils doivent être parfaits, les stars de l'équipe de France. Non, mais attendez, ils ont, avec le poids qu'ils ont, l'argent qu'ils reçoivent, ils représentent un pays, ils ont des devoirs. Moi, je pense qu'ils ont des droits et des devoirs, et ils ont beaucoup de devoirs vis-à-vis des gens qui sont plus jeunes. Ça me paraît une évidence. Et c'est pas sûr qu'ils soient à la hauteur. Ça creuse le fossé entre le foot des riches et le foot des petites équipes de banlieue, avec des gamins qui, eux, à qui on inculque des notions de fair play. À votre avis, ce fossé s'agrandit? Il y a de belles histoires de temps en temps, oui, mais ce sont des exceptions qui confirment la règle. Il y a de belles histoires, notamment l'histoire de l'équipe d'Arles-Avignon, qui est montée d'une division supplémentaire chaque année jusqu'à arriver en première division. Il y a toujours un petit sur les valeurs fondamentales. Oui. Mais pourquoi on le remarque? Pourquoi on le remarque? Justement parce que c'est extrêmement exceptionnel. Ils font aussi bien avec moins d'argent. Qui confirme la règle. Ils font bien avec des valeurs et avec de la motivation quand les autres font avec uniquement de l'argent. Mais il faut qu'ils il faut qu'ils aient le goût du jeu quand même. Il faut qu'ils aiment ce sport, malgré tout. S'ils n'aiment pas, ils ne font pas. C'est bien le problème de l'équipe de France. Alors, limiter le financement, mais on est dans des pays libéraux. Comment limiter Je ne sais pas, mais on est arrivé quand même à des... Enfin, je veux dire, un joueur de football qui joue bien au football gagne beaucoup plus que n'importe quel PDG, sans parler des ministres qui gagnent bien sûr beaucoup moins. Mais il gagne 100 fois ou des milliers de fois moins qu'un type quelqu'un qui crée des emplois ou qui crée des technologies nouvelles ou qui développe des procédés qui vont changer peut-être le courant de nos vies. C'est quand même, dans l'ordre des mérites, c'est absolument inversé. Et là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas comment le limiter, mais ça ne va pas. Je pense que nous reviendrons peut-être à la fin de ce tournoi. Je ne sais pas quel sera l'avenir de cette équipe de France de football. En tout cas, je vous propose de passer à notre rubrique Contrepoint. Jean-Luc Mouton, en dehors du ballon rond, d'autres sujets vous ont intéressé cette semaine? Oui, il y en a beaucoup. Mais je voudrais juste souligner un petit coup de chapeau à Martine Aubry qui a réussi à moitié son pari sur le non-cumul des mandats. Mais je dois dire que c'est un effort considérable parce que vous ne pouvez pas imaginer la réticence des élus à renoncer à la moindre parcelle de leur pouvoir. Donc ils ont tous un mandat local et un mandat national et le Parti socialiste s'est engagé à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul mandat. On est sénateur, on est député ou on est maire d'une grande ville ou conseil général. À partir de 2012, pas 2011. D'accord, évidemment, c'est ça la négociation. Ça peut dire que c'est pas une ligne droite, il faut faire des compromis. Elle a fait des compromis, mais la ligne a été définie. Et moi je trouve que, parce que vous imaginez pas, enfin moi j'ai rencontré beaucoup d'hommes politiques, ils sont tous absolument contre. Et donc elle a réussi à faire passer ça, c'est déjà pas mal. Et si on arrive à ça, moi c'est un de mes dadas, il faut à tout prix qu'on renouvelle la classe politique, il faut qu'il y ait beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de gens jeunes, de gens de diverses professions. C'est absolument normal d'avoir des gens qui sont hommes politiques de 18 ans ou 20 ans jusqu'à 70 ans ou 80 ans. Donc il faut renouveler le personnel politique et c'est la seule voie. Alors, elle a fait un petit pas en avant et c'est à souligner. Entreprise de clarification qui prolonge peut-être les souhaits que l'on émettait pour le monde du sport. Jean-Pierre Denis, de votre côté? Mais restons sur la clarification, si vous voulez, mais dans un tout autre domaine. Moi, je m'interroge depuis le début de la semaine sur les conditions et les raisons pour lesquelles le représentant de l'Église catholique en Turquie a été assassiné, soi-disant donc parce que c'était un fou, soi-disant parce que donc ce n'était pas pour des motifs religieux ou politiques. Néanmoins, on voit les missionnaires catholiques ou protestants d'ailleurs tués les uns après les autres en Turquie, toujours par folie. Souvenez-vous d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit d'Ali Aksa, on avait dit c'est un fou. Et on sait très bien que derrière cette folie, qui est souvent réelle, il y a des calculs politiques très concrets. Il est évident que le pape et le Vatican ont voulu rester prudents pour ne pas jeter de l'huile sur le feu juste à la veille du voyage à Chypre de Benoît XVI. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire la vérité parce qu'une vérité officielle est faite pour être ébranlée comme les autres vérités officielles. Celle-ci, je crois, mérite enquête en tout cas. Donc une vérité même délicate et difficile, il vaut mieux la donner, Jean-Luc Mouton? Oui, en tout cas, moi, ça me paraît sûr qu'il y a un problème là. On avait souligné aussi cette affaire de Turquie. Il n'y a pas qu'en Turquie. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont assassinés dans ces pays du Moyen-Orient. Et on dit toujours que c'est l'œuvre de déséquilibré, que c'est un accident. Mais il y a quand même certainement un problème de fond. Et je pense que comme nos chrétiens, c'est pour nous un devoir, c'est un minimum que de pointer ces questions-là.
Ne pas faire comme s'il n'y avait pas de problème. Il y a des problèmes dans les pays à majorité musulmane, disons le mot, pourquoi pas. Voilà, cette émission s'achève. Vous pouvez la revoir sur notre site www.ktotv.com pour agir, notamment, bien entendu. Pour ma part, il me reste à vous remercier, Jean-Luc et Jean-Pierre, d'avoir participé à cette émission. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon week-end.